Hector, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe de métier. Vous êtes prof à la Sorbonne, vous avez été prof à Boston, à Chicago, à Kyoto, je crois aussi, à Bordeaux. C'est donc une philosophie assez internationale que vous portez et qui s'intéresse aujourd'hui. Et c'est en grande partie pour cette raison qu'on est là. Alors, vous avez écrit un livre sorti il y a maintenant à peu près 2 semaines, No Demos, qui pose la question de refonder le concept de souveraineté, d'État-nation, dans une Europe qui se construit depuis quelques décennies maintenant et qui fait face à beaucoup d'adversaires, à beaucoup d'ennemis qui se revendiquent du souverainisme. Par ailleurs, Céline Spector est spécialiste du siècle des Lumières, et notamment de 2 auteurs connus, Montesquieu et Rousseau. Et vous avez écrit un éloge de l'injustice, voilà, il y a 3 ans, il me semble. Donc, ce sera l'occasion à la fin, si on fait une phase de questions, vous avez des questions précises sur ces auteurs, parce que là, il y a vraiment une expertise. Bon, voilà, parenthèse supplémentaire par rapport à ce... bonsoir à tout le monde. Parenthèse supplémentaire par rapport à la question de l'Europe. Pour commencer, parce que ça me paraît être une question quelque part de bon sens et un peu en surplomb de votre activité. Vous avez choisi donc de faire de la philosophie politique votre métier. Pourquoi faire de la philosophie politique? Pourquoi cette discipline? Et puis pourquoi ne pas, étant donné que vous portez un discours engagé, le traduire par la recherche philosophique et pas par l'activité politique traditionnelle? Peut-être ce dilemme, voilà, de l'action et de la pensée, est-ce qu'on pourrait introduire, voilà, je commence par ça. Merci beaucoup de votre invitation à tous les deux. D'abord, je suis ravie d'être là et on a arrêté si longtemps les conférences publiques comme ça qu'on s'en réjouit tout particulièrement. Alors, je dois dire que je n'ai pas enseigné à Boston, alors je ne voudrais pas usurper quelques titres que ce soit. Mais en revanche, oui, à Chicago, plusieurs reprises. Donc, oui, alors pour répondre à votre question, pourquoi la philosophie politique plutôt que l'action politique? Alors, j'ai jamais même considéré la possibilité, on va dire, de me lancer dans une carrière politique, même si ça m'a été suggéré plusieurs fois. Je pense que j'ai pas du tout le talent nécessaire pour ce genre de choses-là. C'est-à-dire que notamment la patience qui me paraît fondamentale pour pouvoir assumer une carrière politique, je pense que ça me conviendrait absolument pas. Donc ça, c'est une chose, même si évidemment aujourd'hui, si un jour quelque chose me tente peut-être, ça serait en direction des institutions européennes, évidemment. Mais sincèrement, c'est quelque chose auquel j'ai jamais pensé et qui ne me paraît pas du tout me convenir. Alors pourquoi la philosophie politique? D'abord parce que la philosophie m'a attirée dès que j'ai commencé à la pratiquer en Hippocagne, en Cagne, en terminale, ça compte plus trop, mais dès l'Hippocagne et la Cagne, et puis que progressivement, en choisissant la philosophie après mon entrée à l'école normale supérieure, je me suis rendu compte que les questions qui me tenaient vraiment à cœur, ce n'étaient pas les questions métaphysiques, ce n'étaient pas les questions esthétiques, c'était vraiment les questions politiques. Et j'ai jamais cru, disons, à la pertinence réelle de l'éthique. Voilà. Donc ça, c'est peut-être aussi parce que je viens d'un contexte familial, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plutôt marxiste. Et donc, en fait, tout ce qui concerne la philosophie morale, disons, me paraît un petit peu illusoire et peu pertinent. Et donc, venant de là, la philosophie politique me semblait la plus passionnante, la plus en prise avec l'histoire. Et j'ai toujours, notamment dans mon cursus, je me suis intéressée, j'ai fait une licence d'histoire, et j'ai toujours trouvé que c'était passionnant d'essayer de réfléchir directement sur l'histoire. Donc l'auteur que j'ai choisi, Montesquieu, pour faire mon DEA et puis ma thèse, DEA c'est un peu très très old school pour vous, mais c'était le nom du M2 à l'époque. Donc si vous voulez, l'auteur que j'ai choisi, Montesquieu, c'est un théoricien de l'histoire, avec toute la question de savoir si c'est déjà de la philosophie de l'histoire, quel genre de philosophie de l'histoire. Mais en tout cas, c'est une réflexion sur l'histoire. Et donc, voilà, je voulais absolument pas séparer, je voulais pas pratiquer une philosophie politique purement spéculative et abstraite, ça m'intéressait pas. Et je trouvais qu'en France, en fait, voilà, il manquait par exemple des philosophes qui travaillaient sur Montesquieu. Alors, sur Rousseau, c'est une autre histoire, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais en tout cas, sur Montesquieu, c'est encore le cas aujourd'hui, il y a très peu de monde qui travaille sur Montesquieu. Donc voilà, il y a eu quelque chose qui m'a paru ici magnifique dans l'œuvre de Montesquieu, et très peu exploré. Voilà.
Et du coup, pour poursuivre sur le choix de l'objet de pensée, pourquoi la construction européenne? À quel moment ça s'est décidé? Par quel déclic, lecture? Peut-être quel événement? Voilà, comment ça s'est fait? Alors, en réalité, j'aurais un peu du mal à vous répondre parce que, comme tous les cheminements qui sont un peu contingents, qui résultent en fait d'une série d'événements, finalement, à vrai dire, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'en travaillant sur l'héritage des Lumières, pas seulement sur les Lumières elles-mêmes, mais aussi c'était le travail d'habilitation que j'avais fait sur l'héritage des Lumières, j'ai commencé par travailler sur l'héritage contemporain de Rousseau. Donc dans différents courants politiques, le marxisme, le libéralisme, le républicanisme, le féminisme et de la théorie critique. Et donc en fait, en explorant ces questions, progressivement, je me suis rapprochée des problématiques contemporaines. Ça m'a conduit à travailler sur Rawls, beaucoup, la question de justice sociale, mais aussi sur certaines critiques de Rawls, Walzer, les communautariens. Et de proche en proche, je ne voulais pas non plus quitter le 18e. Je me demandais, et je me demande toujours, comment en réalité faire profiter de ce siècle merveilleux, faire profiter en quelque sorte nos réflexions contemporaines de ce siècle sans faire une actualisation factice en fait. Et donc voilà, il m'a semblé que la question de l'Europe, en un sens, elle répondait à ces critères. C'est-à-dire que le débat, il me semble, en France aujourd'hui, enfin en tout cas c'est le diagnostic que je fais, en philosophie politique, porte généralement soit sur des questions féministes, qui ont un peu le haut du pavé, soit sur des questions postcoloniales, qui depuis un certain nombre d'années aussi ont en quelque sorte, ou alors la race theory, donc des théories liées à la question de race, qui sont vraiment dominantes dans le champ. Et puis il y a les néo-foucaldiens. Donc en fait, voilà, j'en parle beaucoup dans mon livre, ceux qui, disons, revendiquent l'héritage de Michel Foucault, mais qui veulent aussi l'appliquer aux questions contemporaines, le néolibéralisme, et qui portent du coup une critique de l'Union européenne comme cheval de Troie du néolibéralisme. Et donc en fait, face à ce paysage, il m'a semblé que, en un sens, j'aurais pu me sentir proche des néo-foucaldiens, j'en connais beaucoup, voilà, j'ai même des amis qui le sont, et en même temps, je trouvais qu'il y avait là une perversion fondamentale de la philosophie politique, c'est-à-dire que, à force d'engranger un petit peu une sorte de rente à partir du travail de Foucault, en réalité, disons, il capitalisait sur ce qui était chez Foucault un crypto-normativisme, c'est-à-dire en fait les normes ne sont jamais affichées, il n'y a pas de philosophie politique normative, mais en même temps, on se demande si Foucault était, voilà, je sais pas, finalement plus proche du libéralisme qu'on l'a dit, ou au contraire fondamentalement gauchiste toute sa vie. Bon. Je pense que les néo-foucaldiens ont capitalisé sur l'héritage de Foucault et ils ont porté une sorte de critique vraiment radicale de l'Europe. Et c'est le cas notamment à travers le succès phénoménal des ouvrages de Christian Laval et de Pierre Dardot, donc il y a La Nouvelle Raison du Monde, puis ensuite Ce cauchemar qui n'en finit pas, qui est littéralement un livre d'une critique acérée sur l'Union européenne. Donc en fait, je me suis trouvée face à cette situation que, de la part des gens dont je devrais me sentir proche, en fait, il y avait une sorte, à mon avis, de malentendu, c'est-à-dire qu'en réalité, je pense que leurs arguments étaient profondément erronés. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux, je pense qu'il y a beaucoup de justes arguments dans leur... mais que leur démarche elle-même me semblait viciée, j'avais un petit peu envie aussi de leur répondre. Et donc, la question de l'Europe, elle m'est apparue comme une question où l'actualisation des Lumières pouvait être intéressante, premièrement, mais aussi une question qui, dans le champ contemporain, était beaucoup trop négligée, ou alors seulement appropriée par des ennemis de l'Union européenne, qui soient de gauche, voilà, c'est le cas des néo-foucaldiens, plutôt proche du marxisme, un marxisme revisité par Foucault, ou au contraire par des conservateurs, voilà, c'est le cas du centre Raymond Aron, qui aujourd'hui est moins brillant qu'il ne l'a été, mais voilà, des figures comme Pierre Manant, Marcel Mouchet, plus tard Régis Debray, ou d'autres encore, qui se sont beaucoup exprimés contre l'Union européenne au nom de la suprématie de l'État-nation. Et donc un peu, j'ai eu l'impression que là, il y avait une sorte d'étau entre d'un côté le souverainisme de gauche, néo-foucaldien, très anti-européen, et de l'autre, le souverainisme de droite, très conservateur, et très virulent là aussi, contre l'Europe. Et en fait, entre les deux, il n'y avait pas grand-chose. Étienne Balibar a essayé de tenir, à mon avis, une position très intéressante. Je discute beaucoup ses thèses dans le livre. Mais enfin, voilà, il y a quand même matière
à dénoncer, me semble-t-il, le souverainisme sans forcément utiliser tous ces arguments. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui m'a conduit à aborder la question du droit. D'accord. Tu veux Oui, sur cette notion de souverainisme, alors sans rentrer pour le moment dans les détails du livre, vous luttez, et vous le dites, contre les souverainismes, qu'ils soient à droite ou à gauche. Est-ce que vous pensez que une Union européenne nouvellement créée sur de nouveaux fondements, qui soient, disons, épurés de ces critiques-là, pourrait ne pas avoir recours à la notion de souveraineté? C'est-à-dire que demain, l'Union européenne pourrait ne plus utiliser ces concepts-là? Alors, dans le chapitre que je consacre au concept de souveraineté, qui s'intitule L'éclipse de la souveraineté, j'essaye de donner toutes les raisons que nous pourrions avoir de rejeter complètement le concept de souveraineté, de le considérer comme un concept complètement obsolète. Donc, finalement, ce n'est pas cette voie-là que j'emprunte. Alors, pour une série de raisons que je peux essayer de résumer, qui est d'une part, disons, une raison géopolitique d'abord, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde où un certain nombre d'États-nations revendiquent leur souveraineté et la revendiquent de manière hégémonique. C'est ce que j'appelle des empires. Ils se comportent de manière impériale. C'est le cas de la Chine, bien sûr, en tout cas de la Chine de Xi Jinping. C'est le cas aussi de la Russie, petit empire, mais en tout cas qui défend ses frontières. C'est le cas de la Turquie, à sa façon, un empire régional. Le rôle des États-Unis étant bien sûr beaucoup plus complexe. Mais quoi qu'il en soit, il me semble que pour des raisons géopolitiques, il est très délicat de se passer du concept de souveraineté. Et si on regarde le discours qui a présidé à la campagne en faveur du Brexit, donc en faveur du Leave, ce discours était presque entièrement fondé sur le concept de souveraineté. Et donc, si on examine les discours notamment de Boris Johnson à l'époque, mais aussi de Neil Farage et d'autres, l'idée de take back control, en fait, l'idée de récupérer finalement le pouvoir dans la démocratie parlementaire britannique, c'était avant tout l'idée de défendre sa souveraineté, notamment contre la Cour de justice de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on a effectivement ce jugement de la Cour polonaise qui de nouveau est énoncé en termes de souveraineté, et donc avec des arguments finalement assez proches de ceux qui ont présidé au vote en faveur du Brexit. Donc on voit là qu'il y a un certain nombre d'États sur la scène européenne et sur la scène mondiale qui ne veulent pas abandonner le concept de souveraineté. Et donc la thèse que je défends, c'est que l'Europe ne peut pas se permettre de le faire, même s'il peut y avoir des raisons, notamment théoriques, qui conduiraient à penser que c'est un concept en fait qui a vécu, qui a été un concept qui a été adapté au moment de la naissance des États-nations. C'est un concept qui a émergé au XVIe siècle avec Baudin, avec la constitution des monarchies centralisées, voilà, avec l'idée qu'il fallait s'émanciper de la double tutelle de l'empereur et du pape, et puis à l'intérieur surmonter, on pourrait dire, voilà, les seigneurs féodaux qui voulaient aussi avoir leur juridiction propre. Donc on a eu un concept moderne de souveraineté, mais la question est de savoir, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on est rentré dans l'ère de la post-souveraineté? Et il y a tout un champ de la littérature en philosophie politique, plutôt anglo-saxonne, parce que finalement elle est assez peu mobilisée en France, qui dit que oui, on est rentré dans l'ère de la post-souveraineté, voilà, en citant les instances internationales, en citant les arbitrages commerciaux, en citant toutes sortes de choses qui font que dans le monde de flux, entre guillemets, la souveraineté n'aurait plus aucun sens. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le concept de souveraineté a beaucoup de défauts, et notamment parce qu'il véhicule toute une mythologie politique qui peut être extrêmement malsaine et qui peut être extrêmement trompeuse. Il y a un imaginaire de la souveraineté, il y a tout un ensemble de rituels, de cérémoniels de la souveraineté qui peuvent en réalité conduire, à mon avis, à des impasses, mais pour les raisons que j'ai dites, et notamment les raisons géopolitiques, on ne peut pas s'en passer. Donc on est dans cette situation un peu instable, et on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parle de souveraineté européenne, les gens disent mais pourquoi une souveraineté européenne? Mais en même temps, si on n'en parle pas, on se demande alors quel rôle l'Europe peut-elle assumer dans un monde d'empire, ou en tout cas de grands États-nations qui revendiquent leur souveraineté. Par rapport du coup au néo-foucaldien, peut-être revenir sur cette idée de néolibéralisme, juste du point de vue de la définition, et puis sur la critique que vous faites des personnes qui voient l'Europe comme une forme de dépossession démocratique et de marché vertical, voilà, comment on fait pour à la fois pour en donner une définition, parce que c'est pas si évident le néolibéralisme que ça on entend beaucoup sans pour autant toujours le définir, et puis surtout
qu'est-ce qu'on oppose à cet argumentaire qui voit dans la Constitution européenne en fait la construction d'un grand marché, mais pas un grand projet de C'est pas de mystique politique interne, ce qui fait défaut aux souverainetés démocratiques. Oui, alors tout d'abord pour la définition du néolibéralisme, hein, pour peu qu'on puisse en donner une, parce qu'en effet je ne suis pas du tout persuadée que le néolibéralisme soit monolithique, et on l'utilise de manière extrêmement galvaudée, hein, dans le discours philosophique comme dans le discours politique, il faut même être prudent. En tout cas, si on reprend les textes de Foucault, hein, qui ont vraiment lancé la thématique du néolibéralisme, c'est-à-dire finalement les cours au Collège de France, hein, qui sont notamment consignés dans le volume qui s'intitule L'essence de la biopolitique. Donc, Foucault distingue deux formes de néolibéralisme, hein, le néolibéralisme américain, version école de Chicago notamment, et puis le néolibéralisme allemand, l'ordolibéralisme, tel qu'il s'est constitué à partir des travaux de Röpke, de Rustow, etc. Et donc, si vous voulez, ce qui distingue le néolibéralisme, dit-on, du libéralisme classique, c'est le fait qu'il ne défend plus le laisser-faire, qu'il n'essaye pas de promouvoir un État minimal, qui serait en quelque sorte celui qui n'interviendrait pas trop sur le marché, qui n'interviendrait pas trop dans les logiques économiques pour ne pas entraver les acteurs et laisser faire le libre jeu de la concurrence. Dans le néolibéralisme, ça serait plutôt l'idée qu'il faut instituer le marché et instituer la société de marché. Donc on aurait une démarche beaucoup plus volontariste, avec un rôle de l'État qui peut être un État fort, après tout, même un État autoritaire, c'est la grande mode aujourd'hui de parler du néolibéralisme autoritaire, mais effectivement, un État peut parfaitement être un État fort parce qu'il doit instituer le cadre de la concurrence. Et donc il faut créer les conditions de la concurrence pure et parfaite, libre et non faussée, et pour cela, il faut agir non seulement sur le marché lui-même, mais sur la société. Et donc en un sens, il y a toute cette idée que il faut par exemple instituer l'individu entrepreneur de lui-même. Alors, cette formule de Foucault, elle a fait mouche, hein, tout le monde la reprend. Voilà. Donc le néolibéralisme, ça serait cette théorie qui, loin de défendre le laisser-faire, finalement, défendrait l'institution d'un cadre. C'est surtout ça, hein, et notamment d'une société de marché. Alors après, quand on creuse un tout petit peu, il faudrait bien sûr le distinguer de l'ultralibéralisme. Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que le néolibéralisme n'est pas du tout monolithique, hein, comme certains voudraient nous le faire croire, qu'en fait il y a des variantes, que même chez ces fondateurs ordo-libéraux, hein, dont on a beaucoup parlé, il y a une grande diversité, il y a des conservateurs, il y a des résistants, il y a des gens qui au contraire se sont plutôt montrés, disons, assez proches des régimes autoritaires. Donc on a une très grande variété qui a été reconstituée par Serge Audier, hein, en France. Hein. Serge Audier qui est le premier à avoir vraiment fait un travail sérieux sur le néolibéralisme, c'est-à-dire justement en refusant le caractère monolithique et en essayant d'enquêter aussi bien sur le colloque Lippmann, hein, le colloque fondateur, et puis après sur les colloques qui ont suivi, et puis sur toute cette diversité des acteurs et la trajectoire des acteurs. Donc voilà, il me semble qu'il ne faut pas caricaturer le néolibéralisme. Alors, la thèse que défendent les néo-foucaldiens dont j'ai parlé tout à l'heure, et notamment avec beaucoup de talent, hein, Christian Laval et Pierre Dardot, c'est la thèse selon laquelle finalement c'est l'ordolibéralisme allemand qui a donné le ton des communautés économiques européennes, puis de l'Union européenne. Et que cette racine ordolibérale, finalement, de l'Europe, elle a en quelque sorte donné l'orientation politique et philosophique qui est encore la nôtre aujourd'hui, et qui fait que si on ne sort pas des traités, si on ne sort pas, disons, de la loi des reins qui est actuellement celle de l'Union, on ne pourra jamais avoir une vraie politique de gauche, comme on dit, hein. C'est-à-dire qu'au fond, hein, on sera toujours soumis non seulement à l'orthodoxie budgétaire, non seulement à l'orthodoxie monétaire, mais aussi finalement à toute cette logique du cadre et de l'institution de la société de marché, avec ce concept d'économie sociale de marché, bien sûr, hein, qui a été repris de fait par l'Union. Et l'économie sociale de marché, pour eux, c'est pire que la social-démocratie. Hein. C'est pire, c'est-à-dire on n'attend pas finalement de redistribution réelle, on veut que ce soit grâce au marché que les individus qui sont les plus mal lotis profitent finalement de la politique de la concurrence bien menée. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait contraire à ce qu'il faudrait défendre. Voilà. Et donc du coup, comme contre-discours à cela,
cette idée de penser une culture publique européenne, ou du moins une dimension politique au projet, par-delà le marché. Pourquoi ça vous paraît être quelque part porteur d'espoir si vous deviez définir ce projet de la culture politique européenne, ou de moins identifier dans la construction ce qui permet de le penser déjà, comment vous en dresserez le tableau voilà. Est-ce que vraiment il y a, pour pouvoir fonder une citoyenneté européenne, une culture politique européenne, un lien véritable entre un jeune Allemand, un jeune Français voilà. Est-ce qu'on peut parler de cela, ou est-ce qu'on n'est que dans le devoir-être? Oui, c'est une très bonne question, bien sûr. Donc la question, c'est de savoir effectivement d'abord pourquoi l'Europe politique est indispensable. Ça, c'est quand même une vieille question qu'on s'est posée, c'est certainement pas moi la première à la poser. La question est de savoir, une fois qu'on a un marché unique, tel qu'il a été posé dans ses principes depuis l'acte unique et le traité de Maastricht, une fois qu'on a une monnaie unique, donc une fois qu'on a une union économique et monétaire, pourquoi a-t-on besoin d'une Europe politique et ensuite d'une Europe sociale, bien sûr? Alors, pour une raison très simple, on a un fonctionnement qui est fédératif au niveau économique. Alors, on a un fonctionnement avec une banque centrale, voilà, on a un fonctionnement avec des règles de libre circulation, qui ont des effets pervers, notamment en raison de l'usage des deux principes de l'ordre juridique européen, qui sont le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité et le principe de libre circulation. Et évidemment, depuis l'élargissement de 2004, en particulier à 10 pays d'Europe centrale et orientale, eh bien, ces deux pays ont pour effet de créer un dumping fiscal et social dont les effets pervers sont très dangereux pour un certain nombre de salariés européens. Et donc, si vous voulez, la question est de savoir comment remédier à ces dysfonctionnements. Alors, si on ne peut pas remédier par un ordre politique fédératif à des maux économiques qui sont créés par le marché unique, eh bien, on aura une victoire du souverainisme, c'est-à-dire finalement une revendication légitime face au risque de désindustrialisation, face à la concurrence déloyale, face au dumping fiscal, etc. Donc, si vous voulez, on ne peut pas avoir un ordre économique fédératif et un ordre politique coopératif. Il y a une asymétrie, comme disait Fritz Scharp, entre ce qu'il appelle l'intégration négative par le marché et l'intégration positive par la régulation politique. Donc, il faut mettre au diapason, en fait, la régulation politique et l'intégration économique. Si on n'a que des libertés négatives du type droit économique, garanti à partir de la libre prestation de services, par exemple, au sein du territoire de l'Union, eh bien, on va avoir un certain nombre de dysfonctionnements inévitables. Et donc, on ne peut pas seulement compter sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a fait énormément, notamment en termes d'extension des droits sociaux, ce qu'on ne dit jamais en France, ou presque jamais. Seuls les juristes s'y intéressent vraiment à la citoyenneté sociale européenne. Mais la Cour de justice, ça ne suffit pas. Tout d'abord parce que certaines personnes remettent en cause sa légitimité démocratique. Les juges ne sont pas élus. D'autre part, parce qu'il y a des revirements de jurisprudence. Et donc, depuis les fameux arrêts, je ne sais pas si vous êtes familiers, mais les fameux arrêts Laval et Viking, on a eu une remise en cause, notamment des conventions collectives nationales, et une sorte d'affirmation de la supériorité de la libre prestation de services sur le droit de grève, ce qui a été considéré comme des reculs historiques en termes de droits sociaux. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas compter sur la Cour de justice pour remédier aux injustices économiques. Donc, à quel niveau on veut remédier à ces injustices transnationales, qui ne sont pas seulement créées par la mondialisation, mais par ce que j'appelle l'européanisation elle-même, c'est-à-dire la construction européenne elle-même, l'intégration européenne elle-même. Je pense qu'on ne peut le faire que politiquement, et c'est la raison pour laquelle, en fait, tant qu'on restera sur cette asymétrie entre un ordre coopératif et un ordre fédératif, on aura toujours une sorte de légitimité du discours souverainiste qui dira, en fait, non, la protection, on ne peut l'avoir qu'au niveau de l'État-nation. Vous voyez bien que l'Europe, c'est la dérégulation financière, c'est la libéralisation des services publics, c'est la pression sur les finances des États-providence, rien de très réjouissant. Et donc, on a cette image de l'Europe ordolibérale. Et on ne peut pas dire qu'il s'agit seulement d'un mythe. Donc, il faut pouvoir remédier, corriger les effets pervers du marché unique. Qu'est-ce que vous dites? Il faut des réponses proportionnées aux défis. Vous en parlez assez souvent dans le livre, aux défis climatiques, aux défis aussi géopolitiques. Et donc, il est normal que l'Europe puisse se doter
d'une réponse proportionnée aux défis que c'est en Sahel, mais dans les critiques très pratiques, philosophiquement, en termes de philosophie politique, vous parlez évidemment de ceux qui appellent Rousseau régulièrement de leur vœu. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui dit mais en fait on ne peut pas partager la souveraineté, et si on abandonne, moi j'ai une phrase de Jean-Luc Mélenchon en tête, je suis désolé de le citer ici, il dit mais t'en connais toi des Lituaniens, qu'est-ce que j'en ai à foutre des Lituaniens? Alors, excusez-moi, mais je trouve que c'est vraiment pas une chose à dire. Hein. Excusez-moi, mais je trouve ça atrocement choquant, enfin pas de votre part. Hein. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais personnellement, moi j'ai circulé dans les pays baltes. En fait, c'est toujours très étonnant d'entendre les Français parler d'Europe, et en général, c'est les plus casaniers qui en parlent pas le mieux, justement. C'est-à-dire qu'au fond, en fait, il y a beaucoup d'individus qui défendent la République, une indivisible laïque, etc., sur une sorte d'imaginaire Rousseau de la souveraineté inaliénable et indivisible, qui ne sont jamais effectivement allés, littéralement, qui n'ont pas usé de leurs privilèges de citoyens européens, qui n'ont pas usé la libre circulation et de tous ces avantages pour aller dans les pays baltes, par exemple, et se rendre compte de ce que signifie pour eux l'appartenance à l'Union européenne. C'est-à-dire sentir dans ces pays-là, pas seulement les gains économiques, qui sont énormes, évidemment, hein. Pas seulement le gain en termes d'infrastructure, c'est énorme, pas seulement, mais ça c'est gigantesque, et puis même en Espagne et au Portugal, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Mais si vous voulez, simplement, ce que ça représente en termes de transition démocratique, hein, et de garantie par rapport à la pression soviétique qui s'exerce sur eux. Donc je crois que Ursula von der Leyen a cité récemment la fameuse chaîne humaine de 600 km qui s'est constituée en 1991 au moment de l'indépendance des pays baltes. On pense à l'Ukraine aujourd'hui, évidemment, mais en fait, voilà, si on se rend dans ces pays-là, on se rend compte de ce que ça signifie pour eux. Hein, c'est-à-dire que tout le monde dit en France, l'Europe rempart, c'est un mythe, l'Europe qui protège, c'est un mythe, en fait l'Europe est une passoire au pire vice de la mondialisation, mais allez-y et puis voyez ce que ça signifie. Donc moi je trouve ça intolérable, ce discours qui considère que les Lituaniens doivent être rendus à leur sort et se débrouiller tout seuls avec les Russes. Enfin ça paraît complètement extravagant. Mais alors, une question, quand on voit, sur un point de vue très pratique, quand on voit qu'il y a différents degrés de volonté d'intégration européenne, est-ce que vous considérez pour l'Europe de demain qu'il est envisageable une Europe des cercles, une Europe concentrique avec la carte Europa qui s'engage de plus en plus vers une souveraineté partagée, vers, disons-le, un fédéralisme clair, à la fois sur les plans économiques et sur les plans politiques, voire d'ailleurs un couple franco-allemand qui se construirait comme ça, et avec, pour des pays plus lointains qui sont peut-être plus éloignés, quelque chose de moins formel, et je pense notamment à la Hongrie, je pense notamment à la Pologne, parce qu'en réalité ça vient de là-bas. Les questions de souveraineté, on les entend certes en Grande-Bretagne, mais on les entend en Pologne. Est-ce que vous considérez que ce serait envisageable dans la construction européenne de demain d'avoir cette concentricité-là? On en parle depuis un certain temps, c'est prévu par les traités, hein, la coopération renforcée. Ça me paraît vraiment inévitable de fait, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans les European Studies, on parle beaucoup de l'intégration différenciée, hein, c'est le nouveau thème à la mode, hein, notamment les travaux de Richard Bellamy qui est à la pointe sur ces questions. Je pense qu'en effet, l'intégration différenciée ou les coopérations renforcées, comme le stipulent les traités, sont assez inévitables parce que, effectivement, pour ceux qui veulent avancer vers une fédéralisation accrue, voilà, il va falloir le faire en effet sans avoir l'accord systématique de régions qui ne souhaitent pas se joindre à ce mouvement. D'ailleurs, ça peut être les pays d'Europe centrale et orientale, mais ça peut aussi être, pour d'autres raisons, les pays du Nord, hein, les pays scandinaves, voire les Pays-Bas pour des raisons un peu plus complexes et qui tiennent à leur libéralisme actuel. Mais en tout cas, pour les pays du Nord, pour les pays scandinaves, on a une résistance, par exemple, à l'implémentation européenne des droits sociaux. Alors ça pourrait paraître paradoxal, parce que le modèle scandinave est très social-démocrate. Enfin voilà, on pourrait se dire, mais comment se fait-il qu'ils ne veulent pas qu'il y ait, par exemple, de salaire minimum européen, ce qui est un sujet évidemment très important. Et donc, en réalité, ça tient à ce qu'ils considèrent que, justement, leur modèle social est un mieux-disant par rapport à ce que pourrait, effectivement, instituer, du point de vue de l'harmonisation sociale, l'Union européenne. Et donc, ben voilà, pour eux, le gain n'est pas évident. Ils préfèrent passer par les partenaires sociaux, ils n'ont pas envie d'un système centralisé. Il y a d'autres arguments aussi, hein, on peut les entendre. Donc, il ne va pas falloir fonctionner, évidemment, comme un grand État léviathan. Hein, j'essaye de dire pourquoi, à mes yeux, une fédération des peuples libres n'est pas forcément un État unitaire. Hein, on n'est pas obligé de reprendre, de reproduire par une sorte de fétichisme stato-national ou de mimétisme,
on n'est pas obligé de reconduire le modèle de l'État européen. Je crois que l'État européen, personne n'en veut, hein, parce que finalement, tout le monde le voit comme un léviathan bureaucratique, voilà, quelque chose de vraiment pas désirable. Donc il faut explorer plutôt un modèle fédératif, ce que j'appelle une fédération imparfaite, où voilà, c'est à mon avis un régime politique qui est inouï, hein, qui est vraiment sui generis, et qui, au fond, a les avantages de la fédération, c'est-à-dire on décide de centraliser un certain nombre de compétences, mais on ne décide pas de tout centraliser, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc on respecte le principe de subsidiarité de manière sérieuse, et puis en effet, peut-être, alors ça c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup exploré dans le livre, ça serait quelque chose à poursuivre, on essaye de fonctionner avec un système de coopération renforcée, pour essayer de fédéraliser, disons, davantage pour les pays qui le souhaitent. Alors avec un risque quand même, qui est un risque d'implosion de l'Union, parce que je crois que si on a si longtemps, ça fait longtemps qu'on en parle des cercles concentriques, hein, donc si en fait on s'est jamais résolu vraiment à le faire, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a des risques. Hein. Il y a quand même l'idée qu'il y a un droit commun européen, si on commence à faire des processus à la carte, à géométrie variable, oui, il y a des risques d'implosion quand même. Voilà, donc c'est une piste, mais c'est une voie étroite. Et puis ça nécessiterait, dans les pays qui ne sont pas dans la coopération renforcée, d'avoir cette asymétrie entre le fédéralisme économique qui est actuellement présent et le non-fédéralisme social. Oui, puis il y a des choses qui ne peuvent pas fonctionner comme ça à moitié, si j'ose dire. Parce que si on essaye vraiment de faire effectivement une Europe politique, si on essaye de remédier aux défauts et aux effets pervers du marché commun, on ne peut pas le faire de manière partielle. C'est évident. Moi, je voudrais poser une question peut-être moins directement pragmatique sur l'imaginaire. Souvent, dans les débats disons, politiques, une des premières questions qu'on pose, c'est qu'est-ce que pour vous, c'est être européen ? Et je trouve que c'est pas si évident en fait. C'est pas si évident de répondre à cela. Est-ce qu'on peut parler de... Il y a des valeurs sur lesquelles on s'accorde, mais bon, c'est des valeurs qui sont interprétées, qui sont... Est-ce qu'on peut parler d'un ethos politique il n'y a pas de mystique, mais disons d'un préalable imaginaire qui pourrait donner impulsion, qui pourrait faire qu'on se retrouve et qu'on se dit on va plus loin. Moi j'ai le sentiment que, disons, le projet européen est quand même très laborieux et on n'a pas vraiment ce référentiel qui entraîne, quoi. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Le problème tel qu'il a été identifié par les souverainistes et notamment les souverainistes conservateurs, qui ont des bons arguments aussi, hein, consiste à dire voilà, l'Europe est sans ethos ni télos. Hein, donc voilà, effectivement, il manque voilà, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'identité collective, et puis il manque la finalité presque messianique vers laquelle on pourrait se tendre, avoir une véritable ambition collective. Donc je pense que cette critique, elle est légitime. Hein. Donc la question, c'est de savoir comment on peut reconquérir la part messianique du projet européen, c'est-à-dire des promesses qui sont des promesses voilà, que les gens peuvent... Disons, c'est pas la part messianique, c'est pas simplement voilà, comme l'exceptionnalisme américain, vous voyez, ce genre de mythologie hein, qui fonctionne assez bien quand même, hein, mais voilà, il ne s'agit pas de reconduire cela. La difficulté spécifique à l'Europe est la suivante. L'Europe s'est fondée sur ce qu'on appelle les valeurs des Lumières, telles qu'elles sont énoncées à l'article 2 du traité de l'Union européenne, qui sont des valeurs universalistes. Donc la liberté, la démocratie, l'état de droit, la dignité. Voilà, donc ça, ce sont des valeurs universelles. La question, ce qu'on reproche en général à l'Europe, c'est soit d'imposer un universalisme hégémonique, critique récurrente, soit au contraire d'être dans un universalisme qui du coup ne lui permet pas de se donner une véritable identité. Parce qu'au fond, si on est universaliste, les Américains peuvent porter les mêmes valeurs, les Canadiens aussi, etc. etc. Bon. Donc qu'est-ce qui pourrait faire, disons, l'éthos, hein, qu'est-ce qui pourrait cristalliser l'identité européenne? Là, on aborde la question décisive quand on réfléchit à l'héritage des Lumières, hein, qui est la question de la civilisation. Est-ce que l'Europe est une civilisation? Alors, pendant longtemps, et au XVIIIe siècle c'était le cas, toute la question était de savoir comment on définit la civilisation européenne, par rapport à la civilisation asiatique notamment. Évidemment, ça a été, à juste titre, critiqué par les études postcoloniales. Il y a des choses qui sont forcément dangereuses quand on s'engouffre dans cette voie, et c'est une voie que les conservateurs ont toujours privilégiée, plutôt que justement les républicains. Or, je crois que si on abandonne complètement le thème de la civilisation, ou le thème de la culture en général, hein, ou le thème du rapport à l'histoire, si vous préférez, voilà, en fait, on n'ira nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, il faut l'universalisme, et ça, moi, j'y tiens absolument, mais il faut aussi savoir se définir dans son identité. Hein.
Et donc l'identité européenne, on ne va pas la définir par ses racines chrétiennes, c'est pas du tout mon optique. Hein. Et donc il faut essayer de réfléchir à ce que ça signifie. Et par exemple, Habermas et Derrida ont tenté de le faire dans un texte qui est vraiment inouï, enfin très étrange, qu'ils ont publié en 2003, 15 février 2003, dans un article de Libération. Derrida, Habermas, c'est vraiment les antipodes. Et puis après, le 11 septembre, voilà, ils ont éprouvé le besoin de faire ça en expliquant pourquoi le European Way of Life était différent de l'American Way of Life. Et là, il y a un vrai travail de ce qu'ils appellent d'auto-interprétation normative. Qu'est-ce qui fait l'histoire commune de l'Europe? Et donc, ce qu'ils essayent de dégager, notamment ce que Habermas ensuite a proposé, c'est l'idée qu'il y a en Europe des réponses communes, par exemple, au processus de modernisation capitaliste. On peut déterminer dans les grandes idéologies, le libéralisme, le conservatisme, le socialisme, un certain nombre de réflexions sur la modernisation. Et ils essayent d'identifier, par exemple, par rapport aux États-Unis, un certain nombre de caractéristiques de l'identité européenne qui sont des caractéristiques politiques, hein, pas forcément, voilà, évidemment pas des caractéristiques ethniques, des caractéristiques politiques, et notamment à ce qu'ils disent, en fait, un attachement plus fort à l'État-providence, premièrement. Deuxièmement, une sensibilité plus forte, critique de la peine de mort et de la torture, qui sont plus fortes en Europe qu'aux États-Unis. Voilà, ils poursuivent ainsi. Troisièmement, ce qu'ils appellent une réflexion critique sur la colonisation. On peut discuter de ce troisième point, mais voilà, donc l'idée que l'Europe aurait affronté la modernisation, mais à travers toute la palette de ses idéologies, aurait appréhendé cette modernisation capitaliste de manière critique. Alors, on peut toujours discuter, critiquer, dénoncer cette vision, mais je pense qu'en fait, ça donne l'impulsion d'une réflexion sur l'identité politique européenne. Et il faut bien sûr réfléchir à l'identité politique et à ses rapports à l'identité culturelle. Comment est-ce qu'on peut... voilà, on ne va pas identifier des traits culturels, mais en même temps, il faut réfléchir à l'histoire du droit européen, voir comment il est issu du droit romain, comment le droit féodal, barbare, l'a transformé. Voilà, essayer de déterminer quand même ce qu'il y a de commun dans ces structures culturelles qui existent dans les différents pays européens, à différents degrés. Parce que vous considérez, c'est ce que je crois comprendre en vous entendant, que une formation politique est impossible s'il n'y a pas d'identité commune. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas la créer sur le simple fait, j'ai envie de dire par la création pure de la raison, du fait que notre alliance, elle se fait là en tant qu'homme et non en tant que peuple ou que peuple commun. C'est quelque chose qui ne sera jamais. Alors, dans le livre, j'insiste beaucoup là-dessus, j'essaye de dialectiser les rapports entre identité politique et identité culturelle. Parce que je crois que le débat, il a longtemps été figé et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc d'un côté, on a dit, voilà, Habermas, le patriotisme constitutionnel. Donc on va aimer les principes abstraits de l'état de droit, les principes de la Constitution, la démocratie, puisque, après la querelle des historiens en Allemagne, il y a l'idée que l'Allemagne ne peut pas assumer son passé nazi. Donc il faut forcément purger le passé de cette abomination. Et donc voilà, si on se rapporte à son histoire, on ne peut plus être patriote. Mais on peut aimer la Constitution et notamment l'état de droit. Donc on avait d'un côté, entre guillemets, voilà, les rationalistes, l'adhésion pure à l'état de droit, et puis de l'autre, on avait les conservateurs, entre guillemets réactionnaires, qui disaient non mais c'est de la folie pure, c'est un songe creux. En fait, voilà, un peuple, c'est son rapport à son histoire, à sa culture, à ses traditions, à sa langue, à ses frontières, etc. Bon. Et là, je crois que c'est un débat qui a vraiment était très préjudiciable à la réflexion philosophique sur l'Europe. Parce que du coup, les positions se sont figées. Il faut essayer de dépasser, de dialectiser cette situation. Il faut donner la priorité à l'identité politique. C'est-à-dire que Habermas, à mes yeux, a complètement raison. Il faut penser la culture politique européenne, l'espace public européen. Il ne faut évidemment pas vouloir réifier le peuple, essayer de penser à un peuple homogène, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas essentialiser, hypostasier le peuple. Mais en même temps, on ne peut pas penser, d'ailleurs il l'a reconnu progressivement lui-même, on ne peut pas penser une sorte de rationalité pure qui permettrait l'adhésion abstraite aux grands principes de la Constitution européenne, qui n'est même pas vraiment une constitution. Donc en fait, il faut renouer avec les ressources de l'histoire, il faut renouer avec les ressources de la culture. On ne peut pas s'en passer. Mais comment renouer avec les ressources de la culture sans les figer de manière effectivement essentialisante, sans exclure les nouveaux immigrants,
sans se dire que voilà, c'est quand même le christianisme qui a forgé l'Europe. Donc là, il y a une réflexion fine à avoir. Et dans le livre, j'en propose une, qui est à la suite de Jean-Marc Ferry notamment, qui me semble avoir été le plus loin dans cette réflexion, sur les grands principes historiques qui ont forgé l'identité européenne, de la culture politique européenne. Il parle de la l'égalité, de la civilité, notamment, qui se sont constituées au moment de la Renaissance, au moment de la Réforme, au moment des Lumières, et qui ont constitué une culture politique européenne. Donc là, on est entre l'historique et le culturel. De même, dans les dernières réflexions d'Axel Honneth, j'ai trouvé ça très intéressant, et j'avais le même genre d'idées en tête. Il y a une réflexion sur les mémoires fratricides de l'Europe. Si on veut faire une bonne éducation civique, européenne, il ne faut pas faire un discours hagiographique, tout le monde déteste ça. Leur histoire a toujours périclité, on ne va pas vous raconter les grands héros, les pères fondateurs, ce genre de choses ne fonctionne que très rarement. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir aux guerres fratricides, au travail du négatif. Voilà. L'Europe ne peut pas se penser sans cette réflexion critique sur sa propre histoire, sur ce qui a été cause de guerre. Ce qui fait que, comme le dit Rousseau dans l'extrait sur le projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre, ce qui fait que les guerres européennes ont toujours été quasiment des guerres civiles. Une sorte de sauvagerie des guerres européennes. Bien sûr, on en a eu d'autres, des guerres sauvages, mais qui paraît complètement inouïe, alors même qu'il y avait des liens de proximité qui pouvaient être très forts. Donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir sur le négatif, ne pas abandonner l'histoire, mais au contraire essayer d'aller puiser dans l'histoire les raisons pour lesquelles la construction européenne s'est avérée quand même indispensable à un certain moment, pour pacifier des rapports qui étaient sanglants entre les nations. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est tellement éthéré que les gens oublient complètement les motivations initiales. Donc j'ai, pour ma part, envie de renouer avec ce travail généalogique. Donc réfléchir à la Bildung, à la culture européenne. Je dirais qu'on pourrait peut-être essayer, pour pouvoir poursuivre sur ce point, de parler de la question du démos, du peuple, et de ce qui fait qu'un peuple est un peuple. Dans le livre, l'articulation conceptuelle qui est proposée, c'est de dire que quelque part, le politique crée en partie le peuple auquel il se réfère. Sauf que j'imagine que pour quelqu'un de droite, ou du moins quelqu'un de plutôt conservateur, on ne va pas du tout de soi que, en effet, le culturel ne fait pas tout, le culturel ne doit pas passer par-dessus le politique, mais tout de même, on ne peut pas créer un peuple par la Constitution. Dans quelle mesure on peut créer un peuple, en fait, et ça l'idée, quoi. Alors ça, c'est vraiment la thématique des Lumières, donc c'est intéressant que vous la reposiez, parce qu'en fait, en un sens, c'est pour revenir à votre première question, cette question de savoir si on peut créer un peuple libre, en particulier, c'est la grande question que se sont posées les Lumières, et en particulier à propos de la civilisation de la Russie. Donc, la question était de savoir, est-ce qu'on peut civiliser le peuple russe, est-ce que tout peuple est mûr pour la liberté? C'est une question que vraiment presque tous les philosophes des Lumières, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot, se sont posés, Lumière française. Donc, si vous voulez, je pense que cette question, elle est vraiment décisive. On ne peut pas créer un peuple ex nihilo, évidemment, il ne s'agit pas de le dire. L'Union européenne, elle est composée d'États-nations qui ont des histoires séculaires, qui ont des traditions politiques, juridiques, culturelles extrêmement différentes. Et il ne s'agit surtout pas de les homogénéiser. Il s'agit au contraire de, en quelque sorte, et c'est d'ailleurs aussi dit dans les traités, de favoriser la pluralité culturelle, de protéger l'identité culturelle des nations, mais aussi des régions. Je vous rappelle, ça fait partie du projet. Donc, si vous voulez, le projet n'est pas de créer un peuple abstrait, mais de se reposer sur les peuples qui existent déjà. Il ne s'agit pas de les faire fusionner, ni de les abolir. Donc, c'est là que le démos que je définis, c'est l'ensemble des différents démoïs. Alors, je discute la thèse de Calypso Nicolaïdis qui dit il ne faut pas parler de démocratie européenne, mais de démoïcratie. Alors, je pense qu'elle va un tout petit peu trop loin, même si c'est passionnant, parce qu'en fait, au fond, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on a une juxtaposition qui sera jamais résorbable. Je pense qu'on peut aller plus loin, qu'il peut y avoir un nous européen, donc un sentiment d'appartenance. Alors, je conçois que ce soit très discutable, très contestable, mais je le pense.
Et notamment parce que plus les gens circulent, plus ils continuent en quelque sorte à profiter des avantages de la citoyenneté européenne, plus ils réalisent que ça signifie d'être européen. Plus on circule aussi dans le monde, plus on voit ce qui unit les Européens de fait. Et notamment l'attachement à l'État-providence, c'est pas rien, même si on le trouve aussi au Canada, dans d'autres pays du monde. Alors, c'est une question un petit peu fondamentale quand on réfléchit à l'Europe, parce que fondamentalement, on pourrait considérer que le travail dans un futur État européen pourrait être d'unir ces différents émois et de faire quand même une mouvance générale européenne, de trouver des lignes directrices. Même, Victor, la question de la langue. Oui, non, mais c'est une vraie question. Il ne s'agit pas, encore une fois, il ne s'agit pas d'imaginer que la route est plane. Simplement, nous avons un certain nombre d'États qui sont multilingues. La Suisse, la Belgique, rien d'autre. Donc, si vous voulez, l'obstacle linguistique, il est réel, mais il n'est pas non plus insurmontable. On peut adopter une langue de travail. Le problème de cette langue de travail, qui est aujourd'hui l'anglais, c'est évidemment qu'elle exclut des délibérations un certain nombre de gens pour qui, effectivement, débattre en anglais, délibérer en anglais, c'est quelque chose d'insurmontable. Et il ne faut pas se le dissimuler, c'est une vraie difficulté. Alors, dans la fameuse Convention sur l'avenir de l'Europe, dont vous avez sans doute entendu parler, mais qui est un peu passée sous les radars parce qu'elle a été lancée au pire moment de la crise sanitaire, il était censé y avoir un certain nombre de lieux de délibération, de participation politique partout dans l'Union européenne, au plus près des citoyens, notamment des jeunes citoyens, dans les zones rurales, avec des comités, disons, du type Convention citoyenne sur le climat, un petit peu distribués partout. Alors, ce genre de modèle, il est possible au niveau local. Après, personne ne vous dit que tout le monde va devoir parler un anglais parfait. Personne ne vous dit que... Alors, simplement, il faudra peut-être qu'il y ait des représentants qui soient ensuite envoyés à partir de ces assemblées locales vers des assemblées un peu plus, supranationales. Donc oui, il y aura forcément des, entre guillemets, représentants. Mais est-ce que toute démocratie représentative ne doit pas se poser ce problème-là, même si le problème linguistique n'est pas aussi présent? Moi, j'aimerais bien du coup revenir un petit peu sur, disons, l'état des choses, l'actualité, le débat qu'on observe dès lors qu'on s'intéresse un peu à cette question et les opinions. Je me demande en fait dans quelle mesure, quand bien même on s'accorderait sur le but et sur éventuellement les moyens, on peut le faire, on peut chercher à créer de la conviction et à récupérer quand même une bonne partie de la population qui, on l'observe, se pense contre cela. C'est-à-dire que presque se définit politiquement contre cela. C'est-à-dire que l'Europe est presque un contrepoint qui permet une forme de semi-participation politique parce que c'est un peu l'adversaire qui a mis un grand flou, quoi. C'est ce qui a mis d'ailleurs les amis de l'extrême à droite. Il y a quand même, voilà, en France, a priori, il y a 30% d'intention de vote à l'extrême droite, donc des personnes qui considèrent que c'est absolument pas un objectif, tout cela. Est-ce qu'on peut quand même être optimiste par-delà la justesse du projet philosophique sur disons, les choses telles qu'elles sont et sur la possibilité de ce projet de mûrir et du moins des consciences d'évoluer, ou est-ce qu'un regard froid doit obliger à anticiper le fait que quand même il y a de grands risques que ça ne se passe pas tout de suite, quoi. Parce qu'il y a le devoir-être et puis la question c'est de savoir comment on travaille le réel pour faire advenir le possible et comment on articule du coup la pensée et puis... Vous posez une question décisive qui est celle du réalisme politique. Là aussi, c'est une question héritée de Lumière qui est passionnante. Il ne s'agit pas simplement, comme l'abbé Saint-Pierre, de réunir les gens dans une salle et de leur faire signer un traité. Il s'agit de, effectivement, disons, s'adresser à des peuples qui sont réticents, en partie, en tout cas, à l'égard d'une construction qu'ils jugent hors sol, comptable, technoïde. Et l'Europe est le meilleur ennemi des populistes. Alors, on peut discuter de la catégorie de populisme, c'est une catégorie complexe à manier avec précaution. Mais en tout cas, il est clair que l'Union européenne est un bouc émissaire idéal pour beaucoup. Alors, on pourrait longuement analyser les raisons pour lesquelles l'Union européenne est le meilleur ennemi des populistes. Mais plutôt, je voudrais répondre à votre question. Je ne sais pas si on peut être optimiste, sincèrement.
Je ne suis pas sûre qu'on puisse beaucoup l'être. Mon objectif en écrivant ce livre n'était pas, disons, d'avoir une sorte d'illusion absolue sur la facilité qu'il pourrait y avoir. Au contraire, j'ai voulu prendre le débat contemporain complètement à rebrousse-poil. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où j'ai découvert que j'étais fédéraliste, ce qui est arrivé assez tard en réalité, au moment où je l'ai découvert, je me suis dit, mais en fait, je suis seule. C'est-à-dire, en France, il n'y a plus personne qui est fédéraliste. Ça me paraissait complètement voilà, exotique comme position. Et je me suis dit, mais en fait, c'est absurde. Pourquoi personne n'est fédéraliste, en fait? Et j'ai lu les critiques de Balibar, qui renvoyaient dos à dos souverainistes et fédéralistes, toutes les critiques de Habermas, qui étaient faites contre Habermas, de l'époque où il était fédéraliste. Je me suis dit, mais en fait, ces critiques ne sont pas pertinentes, elles reposent sur bien des sophismes. C'est ça qui m'a donné envie de répondre, comme je l'avais, disons, théorisé dans Éloge de l'injustice, d'un point de vue méthodologique, la philosophie face à la déraison, c'est-à-dire l'objecteur, incarner l'objecteur, cynique, incarner l'objecteur qui est aussi nihiliste parfois, qui préfère aller à l'implosion de l'Union européenne plutôt que voilà, de vouloir sauver ce qui peut l'être. Donc j'ai voulu incarner l'objecteur, en un sens, le discours souverainiste avec toutes ses variantes et tous ses arguments, et me dire qu'est-ce qu'on peut lui répondre. Voilà. C'est une démarche intellectuelle et philosophique, c'est pas une démarche politique, on est bien d'accord. Donc après, moi, ce qui m'intéresse, c'est, et j'ai reçu beaucoup de mots en ce sens à la suite de ce livre, ça m'a beaucoup touchée, de gens qui m'ont dit, mais finalement, oui, en fait, il y a un argumentaire disponible, on n'est pas obligé de considérer que les souverainistes ont raison sur toute la ligne, que leurs arguments sont probants, etc. C'est mon seul but. Et donc, de ce point de vue-là, le réalisme politique doit pouvoir se nourrir voilà, d'arguments disponibles. Il s'agit simplement de fournir une certaine offre argumentative, si j'ose dire, pour pas que le souverainisme, disons, puisse occuper le devant de la scène de manière, voilà, sans être jamais contesté. C'est quand même extravagant. Avant de nous proposer de poser quelques questions, j'avais en tête peut-être l'idée de revenir sur un livre que vous aimez beaucoup et sur la question de la transmission qui vous est chère, puisque vous enseignez la philosophie, c'est votre vie, faire ça. Tout simplement en nous proposant, en nous disant quels sont les livres qui ont joué un gros rôle dans votre vie, et puis comme ça, même si c'est toujours très difficile de répondre à ce genre de questions, de donner quelques lectures pour des élèves de l'ESCP qui ne font pas de la philosophie de manière académique, mais qui peuvent se dire les Lumières quand même, j'ai envie de reprendre cet héritage, qu'est-ce que je lis, je voudrais comprendre l'Europe avec un peu de recul, l'État-nation, est-ce qu'on peut... Oui, alors j'ai quelques étudiants dans la salle, donc ils reconnaîtront un certain texte que je mobilise dans le séminaire de master que je propose sur justice et démocratie en Europe. Je pense qu'il faut impérativement revenir aux Lumières, et notamment, effectivement, alors d'abord à Montesquieu, ça ne vous surprendra pas vraiment, donc l'esprit des lois, et en particulier, ce que je propose à mes étudiants, c'est une lecture approfondie du livre 9, du début du livre 9, parce que c'est un livre qui est presque jamais lu, sur la République fédérative. Donc en fait, alors évidemment, Montesquieu n'envisageait rien de tel que l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est une évidence, mais c'est le premier en philosophie à avoir théorisé ce thème de la République fédérative. C'est-à-dire finalement, pas seulement une alliance plus ou moins lâche d'États pour leur sécurité commune, mais finalement un type d'association politique ou de corps politique qui a un conseil commun. Et Montesquieu est le premier à s'être interrogé sur les modalités de décision au sein du Conseil, par exemple, de la Confédération. Ça, c'est un point de départ intéressant. Alors après, suite du programme, je pense qu'il faut lire Madison et Hamilton, c'est-à-dire les Federalist Papers, et plus généralement même les antifédéralistes, Brutus, donc c'est Publius contre Brutus, le débat de Géant, l'arène de Géant, c'est le débat autour du moment constituant américain en 1787. Donc les Federalist Papers, là, tout est en ligne, en anglais, sur des sites très accessibles, parce que là, on a, disons, le devenir, on pourrait dire, constitutionnel de la pensée fédérale, que Montesquieu a mis en place, mais qu'il n'avait pas appliqué, évidemment, à l'Union européenne, à l'Europe, ni encore moins, forcément, à l'Amérique et à ses 13 colonies.
Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, j'aime beaucoup faire lire les textes de Rousseau, parce que Rousseau, il est très connu pour le contrat social, le second discours, etc., mais beaucoup moins pour ses textes sur les relations internationales. Et ça, ce sont des textes passionnants qu'on a republiés avec le groupe Rousseau, dont je fais partie depuis 2000. Ce sont les principes du droit de la guerre et les écrits sur l'abbé de Saint-Pierre. Donc en général, je fais lire les écrits sur l'abbé de Saint-Pierre, c'est-à-dire l'extrait du projet de paix perpétuelle et le jugement de Rousseau sur ce projet. Alors pourquoi? Parce que là, il y a un texte extraordinaire où finalement Rousseau va inventer, au service de l'argument de l'abbé de Saint-Pierre, donc de l'idée d'une institution pour pacifier l'Europe, il va inventer l'idée qu'effectivement, il y a une généalogie de l'Europe, que l'Europe est une société civile, qu'elle a une histoire, qu'elle a une culture commune, et qu'on a une identité pré-politique qui peut soutenir un projet de confédération politique. Donc ça, c'est quand même une idée que je trouve très intéressante, et que les souverainistes rousseauistes aujourd'hui ne mobilisent jamais. Hein. Et donc dans le livre, par exemple, j'analyse les textes de Vincent Descombes, qui sont par ailleurs passionnants, les textes de Vincent Descombes, sur l'identité européenne, là c'est une conférence en souffrance, hein, l'identité européenne en souffrance. En fait, Vincent Descombes mobilise toujours l'argumentaire du contrat social, ou certains textes de l'Émile, hein, pour revaloriser la nation. Mais jamais ces textes de Rousseau sur l'identité européenne, comme si ça n'existait pas. Or, Rousseau affirme bien qu'il existe une identité européenne, hein, même si c'est au service de l'argumentation d'un autre. Voilà, donc ça c'est un petit début. Après, je ne sais pas si je dois vous dire la suite, mais il y a toujours une suite. Enfin, voilà, disons ça c'est les premiers jalons. Après, je fais lire le projet de paix perpétuelle de Kant. C'est quand même un texte fondateur. Justement, c'est aussi une réponse à l'abbé de Saint-Pierre que Kant a lu à travers l'intermédiaire de Rousseau. C'est un texte passionnant qui permet de réfléchir au sens du droit cosmopolitique. Beaucoup de gens aujourd'hui ont cette lecture de l'Union comme finalement un projet cosmopolitique, hein, c'est la voie kantienne. Et en réalité, la question est celle le droit cosmopolitique. Chez Kant, c'est le droit d'être étranger et le droit de ne pas être traité en tant qu'étranger comme un ennemi. Et cette idée du droit cosmopolitique, elle peut être poussée jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui avec la libre circulation au sein de l'Union, bien sûr pas à l'extérieur, mais au sein de l'Union, c'est-à-dire que finalement l'Union européenne sera allée plus loin que Kant, plus loin que le projet kantien, puisque Kant envisageait un droit de visite et pas un droit de résidence, tandis que l'Union européenne accorde le droit de résidence, le droit de travail, le droit de poursuivre ses études, le droit de voyager bien sûr, mais pas seulement, au sein de tous les pays de l'Union. Donc voilà, on peut interpréter l'Union comme une radicalisation du cosmopolitisme kantien, ça c'est une piste intéressante. Je le dis aussi dans le livre pourquoi ce n'est pas la mienne, pour des raisons de réalisme politique. Voilà, c'est déjà un bon début. Et j'ai une autre. Comment je voulais enchaîner. Notre prochain invité sera Francis Wolff. Et donc Francis Wolff va venir nous parler de l'universel et de son plaidoyer pour l'universel. Et j'aurais bien aimé vous entendre sur. Parce que disons que les Lumières ne sont pas vraiment à la mode, elles sont pas mal critiquées. On fait beaucoup de procès à l'universalisme, disons, qui est né en Europe, on lui fait un procès d'éthocentrisme. Voilà. Et quel est votre... c'est bien sûr difficile de commenter rapidement ce genre de... C'est compliqué, mais j'aimerais quand même, parce que voilà, être universaliste aujourd'hui dans le débat public, c'est pas forcément être perçu comme quelqu'un de très progressiste, même parfois un petit peu... Donc, comment vous voyez un peu cette évolution, cette crise des Lumières, s'il y en a une? Ou est-ce que c'est restreint au monde, disons, de la recherche intellectuelle, ou est-ce que vous pensez qu'il y a... Je te rejoins. Quel est l'état de la pensée des Lumières en France? Est-ce qu'aujourd'hui, vous la voyez, vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'elle est menacée? Et est-ce que surtout, cette menace est réversible finalement? Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'on connaît surtout les Lumières par les procès des Lumières. Et j'avais fait une année un séminaire là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des procès toujours renaissants, hein, depuis l'ouvrage d'Adorno et d'Horkheimer, hein, sur la dialectique négative, hein, la dialectique de la raison, hein, le retournement du projet rationnel des Lumières en projet de domination. Hein. Ce modèle, disons, a été ensuite utilisé, modifié, radicalisé dans les études féministes, dans les études postcoloniales, dans toutes sortes de terreaux critiques qui ne voyaient plus que le projet dominateur des Lumières.
Alors, et dans le projet même des droits de l'homme, une sorte d'imposture finalement, hein, de simulacre, de mirage et d'imposture. Puisque évidemment, les droits de l'homme ne s'appliquaient ni aux femmes, ni aux peuples colonisés, ni aux esclaves, hein, qui finalement n'auraient pas pu en bénéficier, ou en tout cas qui auraient pu en bénéficier très tard. Alors par rapport à ça, je pense qu'il faut accepter la leçon d'un certain féminisme, il faut accepter la leçon des études postcoloniales, mais il ne faut pas s'en tenir là. Là aussi, hein, il y a une dialectique qu'il faut restituer, et je pense, enfin, pour ma part, hein, je suis une fervente admiratrice de l'universalisme des Lumières, et je me sens sur certains points d'accord avec ce que dit Stéphanie Rosa dans son livre sur la gauche contre les Lumières, lorsqu'elle dit finalement on a caricaturé les Lumières en disant voilà c'est un rationalisme naïf, c'est un progressisme ingénu, hein, c'est voilà un universalisme hégémonique. Bon, non, c'est pas du tout ça les Lumières. Enfin, quand on commence à travailler dessus, quand on commence à étudier les auteurs, Montesquieu, c'est tout sauf un rationalisme naïf et un progressisme ingénu. C'est tout sauf un universalisme hégémonique. Enfin, c'est même exactement le contraire, ça n'a tout simplement aucun sens. Donc c'est facile de diaboliser les Lumières après en avoir fait une telle caricature, si vous voulez. On a chez Montesquieu et chez Rousseau, c'est pour ça que je me suis intéressée à eux, une forme de réalisme politique, d'attention à la singularité, à la particularité, hein, tout en défendant la liberté politique. Donc si vous voulez, je ne voudrais pas qu'on puisse avoir l'impression que l'attention, par exemple à la diversité culturelle, contre ce fameux universalisme ethnocentrique, suppose d'abandonner les valeurs universalistes des Lumières. Ça n'a tout simplement aucun sens. Il faut les adapter au contexte particulier des États. Mais si vous voulez, c'est trop facile de dire, hein, comme les Chinois l'ont dit à un moment, que les droits de l'homme, c'était pas pour eux. Enfin bon, les Chinois aiment beaucoup Foucault, il paraît, pour ceux qui le lisent. Oui, c'est très pratique Foucault. Hein, de ce point de vue-là, il ne vous donne pas effectivement de leçons en termes de droits de l'homme. Donc, si vous voulez, moi, mon attachement indéfectible à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la version 1789 ou 1948, cet attachement indéfectible me paraît compatible avec une attention à la diversité culturelle, enfin c'est une évidence. Ou alors une reconnaissance, évidemment, du fait que c'est pas parce que la déclaration a été proclamée que les peuples non européens colonisés ont été libérés tout de suite, c'est une évidence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer on passe aux questions. Oui, si quelqu'un a une question, alors on va commencer par l'homme au premier rang sur ta droite, Victorien. Oui, pour rebondir à la question de Samuel sur l'état des Lumières en France, et d'ailleurs en Occident, partout dans le monde, est-ce que finalement c'est pas un signal positif et rassurant que les critiques des Lumières puissent s'exprimer, puisque ça s'inscrit totalement dans l'esprit des Lumières? Si, bien sûr, Dieu merci, la liberté d'expression existe dans nos pays. Et c'est d'ailleurs en effet une singularité de nos démocraties par rapport aux États autocratiques, hein, qui refuseraient effectivement cet esprit critique. Donc très bien, magnifique. Hein. Mais il ne faut pas, encore une fois, il ne faut pas figer les critiques, si vous voulez. On profite des critiques postcoloniales, comme on profite des critiques féministes. Maintenant, dire que les droits de l'homme sont les droits de l'homme blanc, du colon, du propriétaire, du maître d'esclave, remplacer le bourgeois de Marx par justement le colon blanc mâle, etc., c'est très appauvrissant aussi, vous voyez. Parce qu'au fond, cette critique qui peut être légitime si on réfléchit au moment d'institution, en disant oui, les droits de l'homme, c'était finalement un papier, ça n'a pas du tout émancipé les esclaves, vous comprenez que c'est très pervers. Parce qu'effectivement, il faut du temps dans l'histoire pour que les peuples se libèrent de l'oppression. Et ce n'est pas la proclamation des droits de l'homme qui va se charger de tout le travail. Hein, on est bien d'accord. C'est la réflexion sur le rôle de Toussaint Louverture, voilà, Saint-Domingue, etc. Saint-Domingue, oui, Toussaint Louverture, il avait lu les auteurs des Lumières, il avait lu Diderot, il avait lu l'histoire des deux Indes, et le grand dialogue émancipateur de Diderot lorsqu'il dit peuple des esclaves, libérez-vous. Hein. Donc voilà, je me méfie toujours, c'est pour ça que je suis réticente face à une certaine critique des Lumières, qui est une critique à mon avis aveugle, hein, aveuglément hostile et émue par le ressentiment. Parce qu'au fond, il faut prendre acte du fait que voilà, les Lumières n'ont pas réglé tous les problèmes de l'humanité, hein, ça se saurait. C'est pas pour autant qu'il faut refuser leur héritage, et c'est pas parce que, en effet, les droits de l'homme étaient insuffisants dans leur application qu'il faut rejeter leur démarche.
d'autres questions? Oui, n'hésitez pas à parler fort pour que... Bien sûr. Alors du coup, pour aller un peu à l'inverse, vous en avez un peu parlé tout à l'heure quand vous parliez de l'Europe. Est-ce que du coup, vous trouvez peut-être dans des configurations politiques ou dans des chemins de pensée, justement un héritage vraiment flagrant des Lumières ou peut-être des nouvelles Lumières même? Merci beaucoup de votre question. C'est intéressant parce que, disons, il y a peu de temps, j'étais déjà très avancée dans l'écriture de mon livre. J'ai lu le livre de Corinne Pelluchon sur les Lumières à l'âge du vivant, hein, et elle repart effectivement de la critique d'Adorno et d'Horkheimer, et elle se demande comment on peut dépasser aujourd'hui cette critique, hein, en opposant système de la considération au système de la domination. Voilà. Quel héritage des Lumières on peut mobiliser après la critique de la dialectique de la raison? Alors moi j'ai une démarche assez différente, hein, et donc en un sens, l'héritage des Lumières qui m'intéresse, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'héritage de Montesquieu et des fédéralistes américains, mais c'est aussi l'héritage d'un certain Rousseau, qui n'est pas le Rousseau canonique, hein, qu'on mobilise sans cesse dans l'imaginaire républicain de la fameuse souveraineté absolue du peuple et de la République une indivisible. C'est un Rousseau qui est beaucoup plus attentif aux relations internationales et à la théorie des confédérations, et notamment de la Confédération européenne qu'il appelle République européenne. Donc voilà, si vous voulez, moi, mon héritage des Lumières, c'est quelque chose qui est un peu sui generis aussi, c'est un mélange entre cette voie qui a été tracée par Montesquieu et les fédéralistes américains, qui est une réflexion sur, on pourrait dire, la division de la souveraineté partagée, la souveraineté duale, comme on l'appelle aussi parfois, hein, une réflexion qui passe de la République fédérative et de la théorie des contre-pouvoirs au modèle, entre guillemets, américain des fédéralistes, et puis la théorie rousseauiste, qui permet de constituer la volonté fédérale comme une volonté générale. Et donc j'ai toute une réflexion dans le livre sur comment constituer la volonté fédérale comme un analogone de la volonté générale. C'est-à-dire sortir des limitations dans lesquelles Rousseau enfermait la République. Parce que pour Rousseau, la République, c'est dans un petit État égalitaire, homogène, frugal, de la taille de la ville de Genève. Ou la Corse. Voilà. Ça me fait toujours beaucoup rire aujourd'hui. Donc, si vous voulez, il faut forcément sortir de l'imaginaire rousseauiste, d'un certain imaginaire rousseauiste qui sert aujourd'hui de socle à l'argumentaire souverainiste, mais ce que les souverainistes ne disent jamais, c'est que Rousseau considérait que la République est impossible à l'échelle d'un État-nation comme la France. Hein. Donc on a beau jeu de mobiliser Rousseau, hein, ce qui fait qu'un peuple est un peuple. Pour Rousseau, c'est ce qui fait qu'un peuple est un peuple à l'échelle d'une toute petite ville ou d'un petit État pauvre, hein, comme l'était la Corse. Donc voilà, pour vous répondre, quelles sont mes deux sources majeures, hein, Montesquieu, les fédéralistes américains, et ce Rousseau-là, et j'oppose ces auteurs à la voie kantienne. Hein, je suis tout à fait aussi fascinée par la voie esquissée par Kant, mais c'est ce que je dirais la voie philosophique dominante chez ceux qui ne sont pas souverainistes, hein, la voie cosmopolitique. Et donc j'essaye, entre la voie souverainiste et la voie cosmopolitique, d'esquisser ce que j'appellerais une troisième voie. Moi j'en ai une petite. C'est pas une politique centrale, mais ça ne rentrait pas dans le domaine qui fait le note. C'est sur l'Europe, parce que c'est le thème qu'on traite. Sur des questions de mystique, comment est-ce que c'est possible de concilier la monarchie espagnole et la République française? Est-ce que c'est possible de constituer des pays laïcs et des pays qui sont fondamentalement ancrés dans le multiculturalisme? Comment on fait dans un même État politique, une nouvelle fédération politique, pour concilier des visions si différentes devant la politique? Alors, ouais, il faut quand même pas voir l'Europe comme si hétérogène que ça. C'est un club de démocratie. Depuis 1973, on a toute une série de critères dits de Copenhague qui conditionnent l'adhésion. Donc, si vous voulez, en fait, même les monarchies en Europe, ce ne sont pas des monarchies, ce sont des monarchies républicaines, voilà, parlementaires, constitutionnelles. Notre République française, à certains égards, est une monarchie républicaine. Donc, si vous voulez, l'hétérogénéité est toute relative. On est un club de démocratie. C'est la raison pour laquelle il y a une si grande menace liée à la politique actuelle de la Pologne, de la Hongrie, peut-être demain de la République tchèque, qui sait, de la Slovénie, etc.
c'est-à-dire que la remise en cause de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ça, c'est une atteinte directe à l'état de droit. Et donc, là, on sort du club de démocratie. Parce que dans le club de démocratie, il y a deux conditions. La souveraineté du peuple, certes. Ça, évidemment, les démocraties dites illibérales s'en prévalent. Mais il y a aussi l'état de droit. Et donc, la garantie des droits fondamentaux par une cour constitutionnelle indépendante. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, je ne crois pas du tout que les monarchies, la symbolique monarchique en Europe, dérange quoi que ce soit du club de démocratie. Hein. Ça fait partie de la singularité culturelle des peuples. Idem avec laïque et multiculturel, il ne faut pas les opposer. Hein. C'est simplement, alors là aussi ça fait partie des faux débats. Hein. Il y a une laïcité figée qui voudrait honnir le multiculturalisme, et tout dépend comment on entend le multiculturalisme. S'il s'agit effectivement de brader le fait que, effectivement, disons que l'école ne doit pas être un lieu d'expression des cultes, par exemple. Hein. Oui, ça, ce serait dangereux. Hein. Mais normalement, aucun État européen, théoriquement, ne devrait le faire. Alors évidemment, le degré de sécularisation est très différent. Alors, est-ce que c'est un obstacle à l'Union aujourd'hui? Non. Voilà, il faut l'accepter. Effectivement, il y a des degrés de sécularisation différents, même entre l'Irlande et l'Italie et la France. Ça fait partie de la diversité culturelle. Je ne crois pas que ce soit forcément un obstacle insurmontable. Oui, pour revenir au projet, en tout cas l'espoir d'un fédéralisme européen au niveau politique, la raison ne suffit pas, c'est pur rationalisme ne suffit pas, mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour créer un sentiment d'appartenance à l'Europe chez le peuple? Et à ce niveau-là, est-ce qu'on peut vraiment espérer d'être unis dans la diversité au niveau culturel? Enfin, on a bien vu, c'est un modèle qui nous a mal aujourd'hui, là où il a été mis en place. Peut-être si je peux vite rajouter quelque chose. Est-ce qu'on peut penser une éducation européenne, Oui. par exemple, ce genre de... C'est une des pistes que j'évoque en effet dans le livre. J'évoque deux pistes pour renforcer le sentiment d'appartenance, parce qu'en fait la Commission essaye de faire ça depuis très longtemps. Hein. C'est pas qu'ils se sont rendus compte hier qu'il y avait un problème avec le sentiment d'appartenance européen. Il y a la voie de la Bildung, la voie de la culture. Et la voie de la culture, ça passe aussi bien par l'éducation, et encore une fois, pas une éducation civique et géographique où vous priez tous les matins devant Jean Monnet, hein, c'est pas ça l'esprit si vous voulez. Hein. Même si c'est vrai qu'il y a un pouvoir des icônes, hein. Il faut pas diminuer le pouvoir des icônes dans l'imaginaire collectif. C'est vrai que les ponts sur les billets, ça donne pas vraiment... Voilà, c'est ça, et c'est l'argument notamment de Régis Debray dans son petit pamphlet Tracte Gallimard, l'Europe fantôme. Oui, il faut essayer d'éviter, il faut incarner l'Europe, arrêter avec ce côté effectivement fantomatique. Donc oui, la Bildung, la culture, l'éducation. Mais aussi le design. Il y a le projet aujourd'hui du nouveau Bauhaus européen. Ça passe par une révolution de l'architecture, une révolution du design. Ça passe par la capitale culturelle européenne. C'est des choses qui existent, mais qui peuvent être renforcées. Ça passe par des créations de fondations et d'associations artistiques. Hein. Donc en fait, ça passe par toutes sortes de projets qu'on peut inventer, que vous pouvez inventer, pour favoriser finalement le développement. Voilà, alors, capitale de la culture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tout d'un coup on va centraliser la culture, c'est pas du tout ça. Mais ça veut dire qu'effectivement on va avoir des événements avec des Européens qui viennent de partout en Europe, qui vont se localiser là, et on va avoir des événements autour de ça. Donc si vous voulez, voilà, moi je crois beaucoup plus à ça. Et deuxième piste, ce que j'appelle cette fois-ci la culture politique, c'est-à-dire les mobilisations de la société civile, le développement de l'espace public. Et donc ça, si vous voulez, on a toujours dit l'espace public européen n'existe pas, c'est un fantasme, depuis le temps qu'on en parle, c'est toujours pas né. Mais enfin, il faut être un tout petit peu plus réaliste, c'est-à-dire que par exemple, au moment du déclenchement de la Seconde Guerre en Irak, en 2003, il y a eu des euro-protestations, il y a eu des euro-manifestations. De même, au moment des traités transatlantiques de libre-échange, il y a des mobilisations de la société civile qui sont transnationales. De même dans les luttes, notamment climatiques, luttes écologiques. Donc en fait, ce que j'appelle de mes voeux dans le livre, c'est la constitution de collectifs citoyens, de mouvements sociaux, de mouvements associatifs forts, qui sont fédérés par des passions politiques, parce qu'on ne peut rien faire sans passion, ça c'est une grande leçon des Lumières, pas la raison pure, mais vraiment des passions politiques qui peuvent investir l'espace public
Et du coup, notamment, je pense que le combat pour l'extension des droits environnementaux, c'est quelque chose qui peut fédérer, notamment, je pense, une partie de la jeunesse et bien au-delà des élites. J'aurais une question sur le sentiment d'appartenance, mais plutôt sur son versant social, parce que c'est une question que souligne Jean-Marc Ferry dans son ouvrage La question de l'État européen. Il montre qu'en fait, l'Europe est toujours sur une ligne de crête, parce qu'il y a d'une part certains peuples, les plus pauvres, qui se conduisent d'une façon un petit peu désinvestie, en estimant qu'ils sont de s'imposer bien droit. Et d'autre part, il y a des États, par exemple les États francophones, les États scandinaves qui sont les plus riches, qui refusent d'attendre cette espèce de rattrapage des pays les plus pauvres. Et est-ce que ce sentiment la création d'un sentiment d'appartenance n'est pas menée par cette Europe à deux vitesses d'un point de vue social? Si, vous avez parfaitement raison, hein. Il y a des difficultés très, très redoutables qui sont créées par l'absence de convergence. Quand on a créé l'euro, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, théoriquement, la création de la monnaie unique et de l'union économique et monétaire devait favoriser la convergence des économies. On s'est aperçu que ça n'avait pas eu lieu et qu'au contraire, le marché unique et la monnaie unique avaient beaucoup fonctionné en faveur de certains États, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, et en défaveur d'autres États où ils ont accéléré la désindustrialisation, suscité éventuellement la paupérisation de certaines populations. Donc on a une divergence plutôt qu'une convergence. Et ça, c'est une menace extrême sur le sentiment d'identité. Mais il faut être lucide, en fait, cette menace sur le sentiment d'identité, elle existe aussi au sein des États-nations. C'est pas pour dire que c'est pas important, mais en Italie, entre le Nord et le Sud, vous voyez, même en France, on a vu encore que la carte des réfractaires à la vaccination épousait, vous voyez, des cartes politiques. Donc c'est, voilà, en fait, dans tous les pays, et peut-être même sur une cartographie plus fine, on pourrait le démontrer, on a des vulnérabilités de l'identité collective. Qu'est-ce qui fait un nous? C'est, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est pas seulement une identité culturelle, c'est aussi le fait que les institutions sont perçues comme suscitant une coopération réussie. Donc si on arrive, si les individus qui aujourd'hui se sentent paupérisés ou se sentent maltraités par la construction européenne arrivaient du coup à mieux sentir que celle-ci travaille pour eux, la construction européenne, notamment parce qu'il y aurait une redistribution plus importante, parce qu'il y aurait éventuellement un salaire minimum européen, parce qu'on arriverait à lutter de manière plus efficace contre les paradis fiscaux en Europe et en Europe, parce qu'on lutterait contre les stratégies d'évasion fiscale des multinationales, etc. Bref, si on arrivait en quelque sorte à prouver aux gens et à leur faire sentir effectivement que l'Europe travaille pour eux, là on aurait quand même un sentiment d'appartenance qui pourrait surmonter en quelque sorte les aspirations à la défection qui peuvent être fondées dans un sentiment d'abandon parfois très légitime. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et merci à vous de votre invitation, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, merci à tous ceux qui sont venus ce soir. C'est un plaisir d'engager la conversation. Je redonne le titre du livre. Oui, alors le livre s'appelle No Demos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe. Non, parce que je suis pas sûr qu'ils entendent. D'accord. Ouais. Si je ne comprends pas, il m'a bien semblé. Oui, voilà. On a eu plaisir, pour ma part, mais je suis sûr que c'est partagé par Tom. Oui. Disons que ça apporte tous ceux qui souhaitent aller voir vraiment des fondements très rigoureux à ce fédéralisme européen qui est une opinion politique, mais qui n'est pas toujours vraiment défendu dans le débat public. Défendu, ça permet d'apporter des billes. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, oui. Mais ça permet d'enrichir le débat. C'est-à-dire que si vous avez des souverainistes dans votre famille, c'est plutôt... voilà. Et d'ailleurs, mieux, si vous-même vous êtes souverainiste, oui, vous pouvez vous inspirer de ça raison de plus d'aller voir. Enrichir le débat. Et je le dis étant un fan de Raymond Aron, voilà, donc c'est un excellent livre.